Commençons. Donc, bonjour. Bienvenue à ce webinaire pour la présentation du rapport risque financier tarifaire du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. Donc, les webinaires à Union des consommateurs, ce n'est pas une tradition. Je vous demanderai d'être indulgent si jamais techniquement on a des petits impairs. Alors, on va tâcher de faire ça au mieux possible. Alors, je suis Maxime Doré, co-directeur général à Union des consommateurs et j'ai avec moi Jean-François Blain, qui est l'auteur du rapport et qui est analyste senior du secteur de l'énergie. La première des choses, peut-être vous dire qui est Union des consommateurs. Donc, Union des consommateurs, c'est un regroupement d'associations de défense des droits des consommateurs, donc de 16 associations qui sont les groupes terrain et qui alimentent les différentes réflexions d'Union des consommateurs. Alors, Jean-François, je te laisserai en fait rentrer rapidement dans le vif du sujet. On a dans le fond une période de présentation du rapport. On va essayer de faire ça en 25-30 minutes maximum pour ensuite garder du temps pour prendre les questions de la salle. Alors, Jean-François, à toi la parole. Merci, Maxime. Alors, merci à tous les participants qui sont présents. Ça me fait plaisir de vous présenter un concentré d'un rapport de recherche dont la rédaction s'est étalée sur une quinzaine de mois, en fait, et qui relate euh, tout ce qui concerne le déploiement, finalement, du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, qui avait été présenté, je vous le rappelle, à l'automne 2023, et dont la consécration, en fait, la mise en place, s'est traduite récemment par une demande tarifaire triennale qui reflète les ambitions de revenus qui accompagnent ce plan d'action. On peut passer tout de suite à la diapo suivante. Donc, la partie 1 du rapport a consisté à déterminer quel est finalement le plan de référence, ce qu'on appelle le scénario de base qui sous-tend le financement du plan d'action d'Hydro-Québec. C'est un scénario qu'Hydro-Québec n'a pas rendu public. C'est d'autant plus important d'essayer d'en délimiter les contours. Et l'exercice que j'ai fait consiste à utiliser, en fait, toutes les hypothèses d'Hydro-Québec elle-même, c'est-à-dire ses prévisions de vente à l'horizon 2035, les volumes de vente, de même que de projeter les revenus unitaires, c'est-à-dire les tarifs qui seront en vigueur pour chacune des catégories tarifaires et qui sont le deuxième multiplicateur. Alors, les volumes qu'on vend multipliés par le taux unitaire auquel on facture le kilowattheure va déterminer les revenus totaux qu'on obtiendra et qu'on attend à l'horizon 2035. Donc, à l'écran, vous avez aujourd'hui ici la prévision des volumes de vente par secteur de consommation pour les années 2023 à 2035. Évidemment, ici, pour les années 2023 et 2024, on a les ventes réelles et pour les années suivantes, on a des prévisions de vente. On peut passer à la diapo suivante, Maxime, déjà. Pour mettre les choses un petit peu en perspective, il faut souligner le fait que la prévision de croissance des ventes, qui est le scénario de base et le scénario volumétrique qui sous-tend le scénario financier et les demandes tarifaires d'Hydro-Québec en ce moment, c'est un scénario de croissance jamais vu dans l'histoire d'Hydro-Québec. Et à titre illustratif, ici, vous avez les ventes réelles des 20 dernières années, 2003 à 2023. En fait, on a les ventes réelles jusqu'à 2024. Et je peux vous dire que sur cette période de 20 ans, les ventes réelles au Québec, toutes catégories confondues, ont augmenté seulement d'environ 13 à 14 TWh. Le financement du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, s'il s'agit de rajouter 60 TWh de disponibilité de production d'électricité de plus que ce dont on dispose déjà, impliquerait que, et c'est la présomption, c'est la prémisse d'Hydro-Québec, que les ventes aux clients québécois augmenteraient dans de telles proportions. Ça n'arrivera pas. En pratique, tout l'examen des indicateurs, des multiplicateurs qui sont dans le scénario de prévision de la demande d'Hydro-Québec
sont aujourd'hui là, complètement en dehors des paramètres qui pourraient être qualifiés de vraisemblables. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc, une fois qu'on prend pour acquis que la prévision des ventes, donc les volumes de ventes prévus par Hydro-Québec, sont un des deux facteurs déterminant les revenus qu'elle attend, eh bien, on peut ensuite utiliser les revenus unitaires qui ont été générés par les tarifs de la dernière année réelle, par exemple 2024, et multiplier ces taux unitaires-là par les augmentations tarifaires qui sont annoncées par Hydro-Québec, c'est-à-dire des tarifs résidentiels dont les hausses seraient plafonnées à 3 par année de façon récurrente. Et donc, dans la première colonne, vous voyez le revenu unitaire moyen de l'année 2024 du secteur résidentiel réel de 8,84 cents par kilowattheure, multiplié par un facteur de 1,03, donc par une augmentation tarifaire de 3 par an récurrente. Pour ce qui est des tarifs, donc des revenus unitaires générés par les tarifs des secteurs commercial et institutionnel, de même que industriel au tarif L, le tarif régulier, cinquième colonne, ceux-là ont été majorés de 4,5 par an, c'est-à-dire l'augmentation annoncée et répétée par Hydro-Québec depuis des mois déjà, même au-delà d'un an, euh, selon les dires d'Hydro-Québec, de 4 à 5 par an. Pour ce qui est des contrats spéciaux, bien, il y a une opération qui a été faite basée sur l'augmentation moyenne des 4 dernières années, qui est de l'ordre d'à peu près 2 et c'est à peu près le facteur d'indexation qu'on peut voir pour les contrats spéciaux. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc, on a les volumes de vente prévus par Hydro-Québec déjà. On a les revenus unitaires par kilowattheure vendus réels et projetés sur la base des augmentations annoncées par Hydro-Québec. On peut maintenant utiliser donc les volumes prévus multipliés par les revenus unitaires en cents par kilowattheure pour déterminer pour chacun des secteurs de consommation quels sont les revenus prévus par Hydro-Québec, quel est son cadre financier au soutien du déploiement, du financement et du déploiement du plan d'action 2035 à l'horizon justement de l'année 2035. Et on voit dans la dernière colonne que, en vertu de ce scénario de financement-là, qui repose sur la réalisation des hypothèses d'Hydro-Québec telles qu'elles sont à 100 bien, les revenus totaux générés par les tarifs des clients québécois seraient passés ou passeront de 13 milliards 377 millions de dollars qu'ils étaient en 2023 à 26 milliards 480 millions de dollars estimés à l'année 2035. D'ailleurs, cette ambition de doubler les revenus d'Hydro-Québec a été confirmée et exprimée là, explicitement par leur vice-président finance, M. Maxime Aucoin, lors du colloque sur la transition énergétique tenu à la Régie de l'énergie à l'automne 2025. Ça, donc, ça nous donne le cadre financier de référence qui reflète les revenus attendus par Hydro-Québec. Évidemment, ces revenus-là vont devoir être approuvés par la Régie de l'énergie. Et une fois qu'ils sont approuvés, bien, la société d'État est autorisée à engager des dépenses, qu'il s'agisse de charges d'exploitation ou de charges de financement des nouveaux investissements, à la hauteur des revenus autorisés. On peut passer à la diapo suivante. Bon. Et donc, on a, on, on a ce scénario de base-là d'Hydro-Québec qui, s'il était réalisé à 100 c'est-à-dire que si les ventes réelles des années à venir étaient à la hauteur de sa prévision des ventes, donnerait une croissance du prix moyen de l'électricité, là, que j'ai dit le revenu unitaire moyen exprimé en cents par kilowattheure, toute catégorie de clients confondus, qui ferait évoluer le coût du kilowattheure de 8,11 cents en 2025 à 11,38 cents en 2035. Mais advenant, et c'est la deuxième portion du tableau, la portion centrale, que les volumes réels ne correspondent qu'à 75 de la croissance des volumes attendus. Merci, Maxime.
on se trouverait à avoir des augmentations tarifaires plus importantes, évidemment, pour régénérer les mêmes revenus, étant donné qu'on aurait un multiplicateur volumétrique moins important. Et si, troisième portion du tableau, seulement 50% de la croissance des volumes de vente prévus se concrétisait, ce qui m'apparaît encore une éventualité optimiste, eh bien, là, la croissance des taux unitaires, donc des tarifs, serait beaucoup plus accentuée. On peut passer au diapo suivant. Alors, le premier constat qui ressort de cet exercice-là de modéliser le cadre financier du plan d'action 2035, c'est que la planification d'Hydro-Québec repose sur l'hypothèse que la croissance de ses ventes prévues à l'horizon 2035 se réalisera à 100 %. Si vous posez la question à n'importe quel analyste en réglementation expérimenté aujourd'hui, il va vous dire ça n'arrivera pas. Formellement, ça n'arrivera pas. Deuxième constat, c'est que même en simulant la croissance maximale des revenus qui est possible d'anticiper, c'est-à-dire en simulant la réalisation à 100 % de toutes les hypothèses d'Hydro-Québec, à commencer par la croissance des volumes de vente, eh bien, même en simulant cette croissance maximale-là, les revenus atteindraient effectivement à peu près 26 milliards 500 millions de dollars en 2035, ce qui est tout de même nettement inférieur à la croissance des coûts qui seront engendrés par le déploiement du plan d'action, qui sont estimés à 32 milliards 600 millions en 2035. Je donne cette estimation-là sous réserve parce que le niveau réel des coûts qui devront être encourus par Hydro-Québec d'ici 2035 pour supporter le déploiement de son plan d'action dépend en bonne partie du rythme d'amortissement des 2 tiers des investissements prévus, c'est-à-dire 120 milliards sur 180, qui sont destinés à renforcer ou étendre les infrastructures de transport et de distribution. Comme ces investissements-là sont amortis d'un point de vue comptable sur un horizon de 50 à 60 ans, eh bien, ça dépendra à quel rythme ces investissements-là se concrétisent, à quel rythme les mises en service des nouvelles infrastructures se produisent. On peut passer à la diapo suivante. Le troisième constat, et c'est le plus important de la première partie du rapport, c'est que le moindre défaut de concrétisation de la croissance des ventes qui est prévu par Hydro-Québec va se traduire par des augmentations tarifaires plus élevées que celles qui sont annoncées, voire beaucoup plus élevées, et les coûts additionnels parce que, en fait, les coûts additionnels devront être récupérés sur une moins grande quantité de kilowattheures vendus que ce qui est prévu par Hydro-Québec. Et ça, c'est le principal risque de déraillement financier et tarifaire du plan d'action 2035. J'ajouterais même que ce déraillement tarifaire-là va vraisemblablement survenir bien avant 2035, mais dès la durée du présent cycle tarifaire triennal qui est visé par une approbation de la Régie de l'énergie attendue au terme du dossier tarifaire actuel, toujours en délibéré. On peut passer à la diapositive suivante, Maxime. Donc, il y a 2 questions importantes auxquelles on peut, à tout le moins, introduire des éléments de réponse déjà. Est-ce qu'il sera possible de générer suffisamment de revenus additionnels avec les hausses tarifaires déjà annoncées pour récupérer les coûts additionnels associés au plan d'action 2035? La réponse est probablement pas, à moins qu'une proportion significative des investissements de 180 milliards de dollars, notamment la part de 120 milliards destinés aux infrastructures de transport et de distribution, ne se concrétise qu'après 2035. Deuxième question, quelles seront en moyenne pardon, les augmentations tarifaires requises des différents secteurs de clientèle pour couvrir les coûts, la croissance des coûts du plan d'action 2035? Bien, vraisemblablement, les augmentations tarifaires cumulatives seront plus proches d'ici 2035 des résultats produits par le scénario basé sur une augmentation des volumes de vente équivalent à 50 % des prévisions d'Hydro-Québec, c'est-à-dire des augmentations tarifaires de près de 29 à 30 % d'ici 2030
et jusqu'à 63 ou environ d'ici 2035. Donc, nous allons vers la partie 2 du rapport. Ah, dernier constat, pardon, qui est important de ne pas oublier. Tu peux reculer d'une page, Maxime, pour la partie 1. L'enjeu du partage des risques, les risques financiers, les risques tarifaires, qui sont actuellement entièrement à la charge de la clientèle, ne pourra pas être occulté indéfiniment. Hydro-Québec et le gouvernement devront tôt ou tard expliquer quel sera le plan B dans l'éventualité où une part significative des investissements serait autorisée, serait déjà engagée, mais que la croissance des ventes prévues ne se matérialise que partiellement, avec des revenus moindres et donc insuffisants pour récupérer les coûts associés à la croissance des charges. Voilà, on peut passer à la partie 2. La partie 2 du rapport aborde un petit peu plus dans le détail, si on veut, la jonction financière, le raccordement financier du cadre du plan d'action avec les revenus qui proviennent, rappelons-le, en totalité, des tarifs payés par les différentes catégories de clients du, euh, du monopole de distribution territoriale. Donc, diapo suivante. La demande tarifaire, essentiellement, annonce une croissance des revenus requis importante, c'est-à-dire de 25,3 d'ici 2028 par rapport à leur niveau de l'année 2024. On arriverait en 2028, comme vous voyez, à des revenus requis de 17 milliards, presque 500 millions de dollars, alors qu'on avait nos tarifs généraient 13 milliards, presque 14 milliards de dollars, 13 milliards 957 millions en 2024. Pour bien comprendre là, ici de quoi il s'agit, les revenus requis, c'est la somme des coûts qu'une entreprise réglementée, ici Hydro-Québec, prévoit devoir récupérer pour financer la desserte de ses clients pour l'année qui vient ou pour les 3 années qui viennent dans un contexte d'encadrement tarifaire triennal. Donc, c'est la somme des achats d'électricité, ce qu'on appelle les approvisionnements, plus les coûts de transport, plus les coûts de distribution et le rendement sur l'avoir de l'actionnaire pour ce qui est de la portion capitalisée de ses actifs. Passons à la diapo suivante. C'est des éléments de détail. Et ici, c'est tellement aride que je vous ai mis ça en noir sur blanc. Je ne rentrerai pas dans le détail. C'est simplement pour vous indiquer les principaux postes de dépenses qui expliquent l'accélération de l'augmentation des revenus sollicités, dont l'approbation est sollicitée par Hydro-Québec, selon qu'il s'agit des achats d'électricité en hausse de 15 en 3 ans, des coûts du service de transport en hausse de 11 un peu plus en 3 ans, des coûts de distribution et de services en la clientèle en hausse de 25 en 3 ans. Donc, à l'intérieur de ce 25 12,4 pour les charges d'exploitation et une augmentation de 50 et un peu plus des charges d'amortissement qui sont gonflées par l'augmentation de l'amortissement lié à l'introduction de nouveaux actifs réglementaires. Le rendement sur la base de tarification, pour sa part, augmenterait de 40 en 3 ans et de 117 en 4 ans. Ça vous donne une idée de l'accélération exponentielle des revenus dont l'approbation est sollicitée par Hydro-Québec. Diapo suivante. L'Union des consommateurs, et c'est les représentations qu'on a fait devant la régie, considère que la demande tarifaire qui a été introduite par Hydro-Québec devant la régie vise l'approbation des ressources financières qui seront nécessaires pour les années 2026, 2027 et 2028 aux fins du déploiement du plan d'action 2035 et non pas les ressources financières, c'est-à-dire les revenus, qui seraient strictement nécessaires à la desserte des clients du distributeur dans un contexte de croissance raisonnablement prévisible de leurs besoins. On n'est pas là du tout. Donc, en quelque sorte, en fait, c'est tout à fait ça, Hydro-Québec tente de faire approuver par la Régie de l'énergie le cadre financier de son plan d'affaires afin de le financer intégralement par la croissance des tarifs de ses clients captifs
et ce, quelle que soit la croissance réelle future des besoins d'approvisionnement de la clientèle québécoise. On peut passer à la diapo suivante. Ce qu'on a ici, c'est l'illustration, pardon, pour les années 2013, donc les 12 dernières années, 2013 à 2025, la ligne bleu foncé qui est dans la portion inférieure du graphique. Donc, l'évolution des ventes réelles d'Hydro-Québec, les ventes publiées, et qui sont caractérisées là, par des creux et des bosses, là, des hauts et des bas liés aux variations des aléas climatiques, qui reflètent bien la grande vulnérabilité, la grande sensibilité du parc d'habitation, du parc immobilier québécois à un hiver plus froid ou un hiver plus chaud. Soit dit en passant, on a eu en 2023 et 2024 deux années où les ventes réelles ont été affectées à la baisse par une marge de plus de 3 TWh par deux hivers relativement chauds comparé au normal climatique, alors que l'hiver 2025 va probablement 2024-2025, de même que l'hiver 2025-2026 auront été probablement plus froids que la normale, ce qui va créer une illusion d'accélération des ventes. Mais faites bien attention à cette illusion-là. Elle sera essentiellement attribuable à un écart négatif suivi d'un écart positif des ventes par rapport au normal climatique. Les lignes qui sont intitulées PA 2022 ainsi que EA 2023, 2024 et 2025, ce sont donc les lignes orange, grise, jaune et bleu turquoise dans le graphique. Ce sont les prévisions de vente à l'horizon 2035 qui se sont succédées d'abord sous Sophie Brochu, la ligne orange, scénario prévisionnel précédent, qui a été répudié sous Michael Sabia lors de l'état d'avancement 2023, la ligne grise des prévisions. À partir de ce moment-là, les prévisions de vente d'Hydro-Québec ont été systématiquement collées sur son ambition de justifier l'ajout de 60 TWh de production d'électricité additionnelle d'ici 2035 et de récupérer la totalité de ces coûts additionnels-là dans les tarifs des clients québécois. Donc, ça vous donne une idée de la disproportion de l'accélération des ventes attendues par rapport à la projection dans le temps d'une croissance équivalente à l'évolution des ventes réelles normalisées des 12 dernières années, qui est la ligne bleue rectiligne, la ligne qui est dans la partie inférieure du graphique pour les années 2025 à 2035. On peut passer à la diapo suivante. Et maintenant, ici, ce qu'on a, c'est d'abord dans la portion gauche du tableau pour les années réelles jusqu'à 2024-25, en bleu foncé, les ventes réelles publiées avec leurs variations influencées par l'aléa climatique. En ligne orange, les ventes normalisées pour la portion historique gauche du tableau et projetées pour la portion prospective. Et la ligne grise du tableau, ce sont le scénario de croissance des ventes actuelles d'Hydro-Québec. Et donc, quand on regarde l'écart entre le scénario prévisionnel sur lequel s'appuie Hydro-Québec et la croissance des ventes vraisemblables qui s'inscrirait dans le prolongement des ventes normalisées, donc la ligne orange, ça nous amène, compte tenu de la valeur des volumes d'énergie en cause, à la conclusion suivante, c'est-à-dire que la mesure du risque financier associé à cette croissance pharaonique des ventes qui ne se concrétisera pas, c'est qu'on risque d'engager à l'horizon 2028 des dépenses qui sont inutiles aux fins de la desserte des clients québécois, donc des dépenses qui excéderaient ce qui est nécessaire par une marge de 830 millions de dollars dès 2028, par une marge de 1,8 milliard de dollars dès 2030 et par une marge de 2,9 milliards de dollars une fois qu'on est rendu en 2033. Ça, c'est un surcoût qui devrait, le cas échéant, être épongé sur une base annuelle par les tarifs des clients québécois. On peut passer à la diapo suivante.
Donc, si la Régie de l'énergie devait approuver la demande tarifaire soumise par Hydro-Québec, ben, notre société d'État serait autorisée à engager des investissements sans précédent au cours des prochaines années. Notamment, c'est des investissements à hauteur de 18 milliards de dollars par année en moyenne d'ici 2035 qui seraient requis, là, en comparaison à une moyenne d'investissement annuel de 4,5 milliards jusque tout récemment, là. Imaginez, c'est presque 4 fois le niveau, le rythme de croissance. Donc, Hydro-Québec serait autorisé à engager des investissements sans précédent au cours des prochaines années, dont les coûts, évidemment, seraient récupérés, c'est la prétention et l'ambition d'Hydro-Québec, en totalité dans les tarifs de ses clients québécois. En pratique, la croissance des ventes prévues par Hydro-Québec ne se concrétisera que très partiellement. Si vous me demandez aujourd'hui ma prévision la plus récente, c'est que juste pour les 3 prochaines années, il y a vraisemblablement pas plus que 30 à 40 de la croissance des ventes prétendues, là, mises de l'avant par Hydro-Québec, qui vont se concrétiser. La conséquence, c'est que les revenus réels seront insuffisants et par une bonne marge pour couvrir les dépenses engagées. Résultat, ben, des majorations additionnelles des tarifs, donc des augmentations tarifaires plus élevées, significativement plus élevées, seront nécessaires pour éponger le déficit des revenus réels par rapport aux revenus attendus. Soit qu'Hydro-Québec va devoir revenir devant la Régie de l'énergie demander des hausses tarifaires plus importantes que celles qui auront été accordées dans les prochaines années, soit encore qu'elle va comptabiliser un manque à gagner d'une telle ampleur qu'on va se diriger vers un choc tarifaire majeur lors du prochain dossier tarifaire en 2028-2029. On peut passer à la diapo suivante. En conclusion aussi de la deuxième partie du document, on peut mentionner, c'est important, en l'absence d'un plan contraignant de sortie des énergies fossiles qui comporte des objectifs quantifiés à des échéances déterminées, le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec se résume à un plan d'affaires dont les risques financiers seront totalement à la charge de la collectivité. Il n'y a présentement aucune modalité de partage de ces risques qui est proposée. Et c'est dans ces conditions que la régie doit rendre une décision fort embarrassante. On peut passer à la diapo suivante. La partie 3 de mon rapport est une illustration des enjeux financiers liés à la transition énergétique, non seulement pour le Québec, mais pour à peu près tous les pays industrialisés qui ambitionnent aujourd'hui d'accommoder une grande course à l'investissement dans les énergies renouvelables, mais qui ont pour la plupart d'entre eux, comme le Québec et le Canada, négligé de se doter a priori d'un plan contraignant de réduction des quantités d'énergie fossile qu'on consomme, produits pétroliers ou gaziers, et donc un plan qui soit garant d'une réduction équivalente de notre dépense, qu'il s'agisse d'une dépense en termes économiques ou d'une dépense énergétique en énergie fossile, il faut que notre quantité d'énergie fossile diminue dans des proportions au moins équivalentes à ce qu'on va ajouter en disponibilité d'énergie renouvelable pour que l'investissement du côté des énergies renouvelables soit justifié et bénéfique d'un point de vue collectif. Donc, diapo suivante, Maxime. Les perspectives de l'Agence internationale de l'énergie qui sont basées sur ce qu'on appelle le Stated Policies Scenario, c'est-à-dire un scénario qui prend comme prémisse la réalisation de toutes les politiques publiques, les dispositions réglementaires, législatives existantes ou annoncées par les gouvernements. Alors, si toutes les politiques, réglementations, législations relatives à l'énergie sont maintenues, sont mises en place, c'est une hypothèse, eh bien, même dans ce scénario-là, ce qu'on se retrouverait en 2050 par rapport à 2023, à avoir ajouté à peu près à consommer, en fait, c'est la consommation totale par forme d'énergie ici, là, prévue par l'Agence internationale de l'énergie. On consommerait au total à peu près 20 de plus d'énergie pour les usages finaux. La portion, c'est-à-dire la quantité d'énergie renouvelable aurait augmenté de 59
mais la quantité nette d'énergie fossile consommée serait restée stable, en fait, n'aurait diminué que de 0,7 passant de 293 à 291 hectajoules. Et donc, on se retrouverait avec une charge financière pour supporter le poids de la dépense énergétique dans le budget des ménages et des entreprises beaucoup plus importante, sans résolution réelle de l'urgence climatique et ni sans réduction nette des émissions totales de GES ou à peu près pas de réduction. On aurait réussi au mieux là, à plafonner l'augmentation des émissions de GES, ce qui serait une situation catastrophique. On peut passer à la diapositive suivante. C'est un tableau important à se remémorer. Pour ce qui est du financement de la transition énergétique, il y a des questions fondamentales qui n'ont pas été débattues et certainement pas examinées en profondeur et qui sont des questions qu'on ne peut pas éviter de se poser collectivement préalablement au déploiement d'une telle transformation de notre économie. Notamment, je viens de le dire, la capacité financière des ménages et des entreprises à décarboner leurs usages, tout autant que leur possibilité d'en bénéficier économiquement sont très inégalement réparties. Et aussi, à l'intérieur de chaque pays, de chaque juridiction territoriale, on observe les mêmes disparités entre les régions, des disparités qui sont généralement reliées à leur identité selon qu'elle est rurale ou urbaine. On peut passer à la diapo suivante, Maxime. Donc, sur le plan du financement, et là, je vous donne les critères d'un scénario modéré, d'un scénario viable d'un point de vue social, autant que d'un point de vue économique. Le défi de la transition énergétique consistera à s'assurer à la fois, un, de contenir l'augmentation des prix des énergies renouvelables pour maintenir leur compétitivité et leur pouvoir d'attraction de façon à favoriser la transition vers des énergies non émettrices. Deuxièmement, de réinternaliser dans le prix des énergies fossiles, autant que cela est socialement possible, la valeur des dommages causés par leur utilisation. C'est le principe de causalité des coûts et le principe de l'utilisateur-payeur qui, dans leur application stricte, requérait cela. Troisièmement, il faut aussi offrir des options de conversion vers les énergies renouvelables qui soient accessibles à tous, ce qui implique de déterminer dans quel cas et dans quelle mesure une partie de ces coûts de conversion serait socialisée, c'est-à-dire partagée par la collectivité à travers nos tarifs d'électricité ou autrement. On peut passer à la diapo suivante. Dans la partie 3 du rapport, j'aborde également la problématique de l'interfinancement des nouveaux investissements industriels par la collectivité et donc par la collectivité des clients existants. Il faut bien comprendre que quand un Nordvolt ou un autre investisseur arrive et que le gouvernement du Québec lui offre de l'électricité au prix du tarif L, par exemple à 5,5 cents le kilowattheure, ou même moins, parce qu'il peut bénéficier d'un rabais de 20 c'est un kilowattheure qu'il va falloir qu'on acquiert à partir d'aujourd'hui, dans les mois, les années qui viennent, à 10, 11 ou 12 cents ce kilowattheure. Et donc, le coût de ce kilowattheure additionnel-là va devoir être récupéré dans le produit des ventes d'Hydro-Québec à l'ensemble de ses clients. Alors, ce qu'on a illustré ici, c'est un exemple théorique de l'ajout d'une quantité de 5 TWh de nouvelle électricité à 12 cents le kilowattheure pour un coût additionnel de 600 millions de dollars qui s'ajoute au coût total des approvisionnements existants de 5 milliards 775 millions de dollars en 2024 pour avoir un coût total de 5 milliards 940 millions en 2025. Et donc, on voit que le coût unitaire pour la portion approvisionnement de nos tarifs, là, seulement la portion achat d'électricité, est passé de 4,17 cents, le coût moyen pondéré, à 4,47 cents. C'est donc une augmentation en un an seulement de
30 centièmes de cents ou, dans ce cas-ci, à peu près de 10 d'augmentation en un an seulement de la portion approvisionnement de nos tarifs d'électricité. On peut passer à la diapo suivante. Et donc, la façon la plus simple et la plus équitable d'éviter que la valeur patrimoniale des actifs de production, de transport et de distribution que nous, les clients existants, avons contribué à financer collectivement pour éviter que cette valeur-là ne soit transférée massivement aux nouveaux investisseurs industriels. Mais la façon la plus simple, ça serait de leur faire payer à ces nouveaux grands clients industriels-là le coût marginal des, des approvisionnements additionnels qu'ils sollicitent, c'est-à-dire ce que ça nous coûte aujourd'hui, ce que ça nous coûtera dans les années à venir d'acquérir un ou des kilowattheures, ici des millions de kilowattheures, à un coût beaucoup plus élevé que celui, le coût moyen de nos approvisionnements existants. Cette approche-là est d'autant spécifique dans le cas des nouveaux grands investisseurs industriels et d'autant plus importante à considérer que l'on souhaite par ailleurs maintenir le principe de facturation solidaire au coût moyen pour l'ensemble de la clientèle, de même que celui de l'uniformité territoriale de façon générale et qui ont contribué ces deux principes-là à l'électrification du territoire québécois, mais aussi à son potentiel de développement uniforme pour toutes les régions. Et c'est important de maintenir cette approche-là, notamment parce qu'on va en avoir besoin pour mener à terme la décarbonation de toutes nos activités économiques et de tous nos usages. On peut passer à la diapo suivante, Maxime. Donc, conclusion de la partie 3, on achève. Les kilowattheures qui sont actuellement bradés au rabais par le gouvernement du Québec au cours des 8 dernières années, en plus d'offrir au prix du tarifel de l'électricité qui nous coûte 2 fois plus cher à acquérir, le gouvernement du Québec a accordé plus de 2 milliards de dollars de rabais en deçà du tarif L aux entreprises du secteur industriel. Donc, ces kilowattheures-là, bradés à rabais par le gouvernement du Québec au profit de nouveaux investisseurs industriels, entraînent et entraîneront un manque à gagner colossal qui devra, très injustement, être épongé par l'ensemble des clients. Ces kilowattheures-là, notamment, ne seront plus disponibles, ne seront pas disponibles pour soutenir la décarbonation de la consommation énergétique de nos entreprises, de nos institutions et de nos résidences. Alors, il va falloir traiter les enjeux de développement économique selon des critères, des exigences distinctes, des critères qu'on devra élaborer et déployer pour effectuer la transition, la décarbonation de nos usages existants. Deuxième grande conclusion, alors que les ressources énergétiques sont de plus en plus précieuses et convoitées, leur attribution requiert une priorisation conséquente, je viens de le dire, différenciée, transparente et optimale sur les plans économiques, social et environnemental. On n'est pas là du tout. Les orientations qui sont mises de l'avant par le gouvernement du Québec ne satisfont aucunement les exigences d'une éventuelle transition énergétique, celle qu'on a énoncée. Elles mettent plutôt en scène un développement industriel accéléré aux frais de la collectivité et, ce qui est le plus grave, sans amorce véritable d'une résolution des enjeux climatiques pourtant urgents. Merci pour votre attention. Ça complète la présentation. Merci Jean-François. Donc, on va passer à la période de questions. On a une quinzaine de minutes pour les questions. Donc, vous pouvez, à compter de maintenant, évidemment, nous mettre des questions par écrit et je vais également vous autoriser à ouvrir vos micros. Mais ce que je vous demanderai, c'est simplement de lever la main pour que je puisse gérer les tours de parole, s'il vous plaît. Donc, 2 petites secondes. Alors, les micros peuvent être ouverts. Alors, est-ce qu'il y a des mains levées? Je n'en vois pas.
Je peux peut-être commencer par vous. Pierre-Guy Sylvestre. Donc, Pierre-Guy, tu peux activer Oui, ta caméra. Oui, ou en fait ton son à tout le moins. Merci. oui, bonjour, bonjour Jean-François, bonjour Maxime. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant. Il y a des décrets aujourd'hui qui sont sortis là, sur les centres de données et également sur les crypto-monnaies. Mais si on prend le coût marginal là, de long terme, là, à combien on devrait vendre là, est-ce que ça devrait être à 10 cents le kilowattheure à ces centres de distribution-là, 15 cents le kilowattheure? Est-ce qu'on s'attend à ce que la régie hausse d'une manière significative le prix de vente là, à ces entreprises-là? Merci beaucoup. C'est une bonne question. Effectivement, j'ai vu les décrets aujourd'hui. C'est un pas dans la bonne direction. On semble vouloir imposer aux mineurs de crypto-monnaies une activité hautement dépourvue d'utilité sociale. Le plein coût marginal des nouveaux kilowattheures, c'est la moindre des choses. Dans ce cas-là, je me demande même si on devrait leur attribuer des kilowattheures, point à la ligne. Et pour ce qui est des centres de données, ben, on ose espérer qu'en plus de modérer leur appétit en leur demandant le plein prix de ce que ça va nous coûter collectivement, on priorise et de façon absolue les centres de données qui vont assurer un stockage de données territoriales et non pas un hébergement dans des conditions, dans des lieux qui échappent au contrôle, à notre contrôle. Est-ce que, deuxième volet de la question, est-ce que la régie J'ajoute là-dessus, est-ce- Jean-François, peut-être non seulement territorial, mais également ah oui, de propriété locale, parce que on le sait avec notamment le Cloud Act, dans le fond, même si les serveurs sont au Québec, ça ne nous garantit pas nécessairement une protection de nos données. exactement. Protection des droits, bien fait de le mentionner. Et deuxième volet de la question, est-ce que la régie se dirigerait vers ça? La régie va mettre en application, là, c'est un décret. Alors, la régie n'aura pas de discrétion exercée. Si c'est un décret, et je dis dans ce cas-là, tant mieux, c'est au moins une avancée dans la bonne direction, ben, ça va trouver application. Est-ce que la régie pourrait, de sa propre initiative, en absence de préoccupations gouvernementales exprimées ou de décrets, aller vers des avenues comme ça? Elle peut toujours, la régie, de sa propre initiative, choisir de tenir audience sur un enjeu qu'elle considère important et donner avis au ministre. Ce qui, évidemment, ne lie pas le ministre, mais c'est un processus public qui est à la portée de la régie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Janie. Oui, bonjour Jean-François, bonjour Maxime, merci pour la Bonjour. présentation. J'aimerais que vous expliquiez, Monsieur Blain, un petit peu plus en détail sur quoi est basée vos prévisions quand vous évaluez que c'est sûr que Hydro-Québec ne va jamais vendre autant qu'il a prévu. Là, je pense que dans les prochaines années, vous disiez qu'il allait vendre seulement 30% de sa prévision. Alors, sur Ouais. quoi vous pouvez justifier ça? Bon, mais je vais vous donner quelques détails qui ont été débattus, en fait, mis en preuve, débattus, mis à l'épreuve aussi, lors du dossier tarifaire actuellement délibéré. Hydro-Québec arrive pour les années 2026, 2027 et 2028 avec une prévision de croissance des ventes de 10 TWh et demi sur 3 ans. Et ça, c'est après avoir réduit la consommation totale par 4 TWh d'économie d'énergie additionnelle. Donc, avant économie d'énergie additionnelle projetée, notre consommation aurait augmenté de 14 TWh et demi sur 3 ans, selon ces prévisions. C'est plus sur 3 ans que la croissance annuelle, de la consommation annuelle du Québec des 20 dernières années. Imaginez. Et, et quand on examine la validité théorique de prévisions volumétriques comme ça, il y a un indicateur en particulier auquel on ne peut pas échapper. C'est l'évolution du nombre d'abonnés. Quand on a une cohorte d'abonnements résidentiels de 4 250 000 abonnés,
avec une moyenne de consommation par abonnement, consommation annuelle de 17 200 kWh il y a à peu près une douzaine d'années, qui aujourd'hui a régressé. La consommation annuelle moyenne par abonnement a diminué de 400 kWh par an, donc est passé de 17 200 à environ 16 800 kWh par an en 2025. C'est comme changer la trajectoire d'un énorme paquebot lancé à pleine vitesse. La consommation moyenne par abonnement d'une si grosse cohorte de clients, la tendance à la baisse ne peut pas se renverser magiquement, instantanément, pour partir à la hausse dans des proportions importantes sans qu'il y ait un événement économique majeur, pour ne pas dire presque cataclysmique. Or, la structure de la prévision du nombre de clients, des volumes par client, des volumes prévus qui a été mise en preuve par Hydro-Québec au soutien de sa demande tarifaire, ne tient pas à l'intérieur des paramètres cohérents auxquels on peut s'attendre. Ça déraille complètement et ça, c'est un signe qu'il s'agit non pas d'un scénario de croissance qui a été construit selon les critères applicables, c'est-à-dire bottom-up, mais bien un scénario de croissance qui a été élaboré top-down, c'est-à-dire qu'Hydro-Québec projetait déjà, il y a plus de 2 ans, en 2023, les revenus dont elle aurait besoin à l'horizon 2035 pour financer son plan d'action, a déterminé une croissance des volumes collée sur ses ambitions d'ajout de capacité de production, et a déterminé des taux unitaires, une croissance des taux unitaires, donc des tarifs qui sont susceptibles de générer les revenus dont elle a besoin. Et donc, tout ça, c'est un cheminement inverse de la démarche cohérente, rationnelle et valide d'un point de vue réglementaire qui doit sous-tendre une demande tarifaire pour qu'elle soit probante et concluante. À mon avis d'analyste, le scénario de vente, le scénario volumétrique qui a été mis en preuve par Hydro-Québec devant la régie, aurait dû être rejeté à sa face même, comme Hydro-Québec l'a déjà fait dans des situations identiques avec des distributeurs gaziers réglementés. La Et régie, Hydro-Québec, non la pas régie Hydro-Québec, d'énergie, mais la régie, comme la Jean-François. régie a déjà fait, où il a rejeté, dans une situation similaire, la prévision de vente d'un distributeur gazier réglementé qui a dû refaire sa demande tarifaire et toutes les pièces. Hydro-Québec aurait dû être François, je soumise. pense, Voilà. sauf erreur, je pense que la réponse est complète. J'ai deux petites questions, à moins que tu aies une dernière précision à ajouter. Il Non, y a deux questions en attente, donc je passerai la parole à Émilie. Oui, bon, je ne sais pas si ma question est bonne, mais Hydro-Québec travaille quand même sur des programmes pour améliorer l'efficacité énergétique dans le résidentiel, entre autres. Est-ce que quand Hydro-Québec estime l'augmentation de la consommation, ils tiennent compte d'une potentielle réduction liée à leur programme ou s'ils considèrent que ça n'en aura pas vraiment d'impact? Ah oui, bien sûr qu'ils tiennent compte de l'augmentation des économies d'énergie. Pour les années 2026, 2027 et 2028, Hydro-Québec prévoit réaliser l'équivalent de 4 TWh, disons à l'horizon 2028, de plus d'économies d'énergie en diminution de la consommation de ces différentes clientèles. Et donc, la prévision de croissance des ventes de 10,5 TWh d'ici 3 ans, c'est après réduction de 4 TWh de plus en économie d'énergie additionnelle. Ne serait-ce de ces économies d'énergie additionnelles-là, bien, la prévision dossier, ça serait 14,5 TWh d'augmentation. Ça serait encore plus en dehors, complètement en dehors des balises de ce qui est vraisemblable d'un point de vue théorique et pratique et vérifiable. J'avais un petit commentaire avant de passer la parole à Janie. En fait, on avait Isabelle à la Sève-du-Nord qui posait la question, donc, est-ce qu'il est improbable que la régie approuve cette demande tarifaire? Ben, là, je ne me prononcerai pas sur les probabilités. Disons que la régie est
est interpellé et est appelé à rendre une décision extrêmement embarrassante. D'abord parce que le scénario qui est devant elle est complètement invraisemblable. Deuxièmement, parce que l'approbation, même en partie de ce scénario-là, implique une telle croissance des revenus que ça pose des risques financiers et tarifaires, des risques de déraillement sans précédent, et que la Régie est maintenant coincée de par les modifications apportées à sa loi entre son obligation de donner suite aux orientations gouvernementales, aux politiques gouvernementales, et, d'autre part, son obligation d'établir des tarifs justes, c'est-à-dire précisément adéquats, juste au sens de juste suffisant pour ce qui est nécessaire aux fins de la desserte des clients, et que ces deux obligations-là, qui sont inscrites à l'article 5 de sa loi dans sa mission maintenant, entrent en conflit. Et donc, ça va être extrêmement embarrassant pour la Régie. J'espère qu'elle va faire preuve non seulement de rigueur, mais de courage face à l'instrumentalisation à laquelle on essaie de la soumettre. Si Jean-François était régisseur, un peu moins de chance que ça passe. Donc, je passerai la parole à Janie. Oui, Janie, es-tu toujours. Est-ce que ta main est toujours levée? Oui, oui, je voulais juste compléter, en fait, avec la réponse de Jean-François tout à l'heure. Je me disais, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que cette augmentation-là prévue par Hydro-Québec, c'est parce qu'ils veulent faire justement un boom massif d'entrée d'industrie, puis de centres de données, puis d'intelligence artificielle, c'est ce qui justifierait la prévision énorme de croissance des ventes. Et est-ce qu'on a des chiffres pour nous dire que c'est pas ça qui va se passer ou voilà. Oui. Ça, c'est une très bonne question. Dans mon témoignage devant la Régie en conclusion du dossier tarifaire, j'ai notamment dit à la Régie, quand j'examine l'évolution historique et que je mets bout à bout les prévisions de croissance des volumes de vente et que je fais ça de façon différenciée par secteur de consommation, il se pourrait très bien que d'ici 2028, l'horizon tarifaire triennal sur lequel elle a à rendre décision, il n'y ait pratiquement aucune croissance des ventes dans le secteur résidentiel, de même que dans le secteur commercial institutionnel, PME, presque rien, et que toute la croissance qui se concrétisera soit exclusivement dans le secteur des grandes industries, et donc liée à la discrétion élargie qu'exerce maintenant le ministre ou la ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie en matière d'attribution des blocs de puissance pour des nouveaux investissements industriels. Notamment, le gouvernement du Québec ne veut même plus divulguer la quantité de mégawatts qui ont été attribués sous le règne de M. Fitzgibbon et de Mme Fréchette à sa suite. Imaginez, c'est tout de même bien des ressources qui sont attribuées et qui vont devoir être fournies par notre société d'État et payées par l'ensemble des clients québécois, donc la collectivité, là. C'est quelque chose. Donc, on ne sait pas ni la quantité ni le prix. Non. Ou en tout cas, précisément. Ben, on a une idée, là. On a une idée. Oui. Monsieur Paradis, Jean Paradis. Oui, merci pour la présentation. C'est un peu dans le même sens de la question précédente. Est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir, étant donné les décrets qui viennent d'être mis pour les centres de données et la crypto-monnaie? Est-ce que, par rapport aux prévisions des ventes, Jean-François, est-ce qu'il y a un réel danger qu'on sait qu'ils sont goinfres en mégawatts, ces entreprises-là, et ça pourrait faire augmenter la quantité de mégawatts vendus de façon assez rapide. Est-ce qu'il y a un réel danger là, que les prévisions dont tu viens de nous expliquer soient complètement différentes à cause des décrets qui viennent d'être émis ce matin? D'abord, pour ce qui est des centres de données, qui est une activité essentiellement spéculative, je pense que ça va refroidir beaucoup les investissements, et tant mieux. Pour ce qui est j'ai dit les centres de données, je voulais dire la crypto-monnaie, ça va beaucoup les refroidir, probablement disqualifier la plupart des investissements, et tant mieux. Pour ce qui est des centres de données, ben là, je n'ai pas vu s'il y avait des dispositions qualitatives
dans le décret, là, est-ce qu'on veut effectivement limiter l'attribution de blocs de puissance à l'hébergement des données qui seront sous contrôle, y compris les droits d'usage exclusifs du Québec? Ça serait déjà un critère important à considérer. Mais cependant, ce n'est pas les seuls secteurs d'activité dans lesquels il y a des investissements industriels à grande échelle qui sont envisagés, notamment le secteur évidemment des batteries, celui de l'hydrogène vert, celui de l'acier vert, tout étant dit vert, mais il y a plus de demandes que ce qu'on peut offrir. Évidemment, quand on se promène sur les tribunes internationales et qu'on ne cesse, comme représentants gouvernementaux, d'offrir notre énergie à rabais à un des prix les plus bas au monde, ce n'est pas le caractère vert de nos kilowattheures qui attire les investissements, c'est le fait qu'on dilapide nos ressources à rabais. Alors, il est 13h01. On a commencé légèrement en retard, mais si je pourrais prendre une dernière question avant de conclure, peut-être, question de terminer à 13h05 au plus tard. Est-ce qu'il y a des questions restantes? Je n'en vois pas. Donc, une fois, deux fois, trois fois, adjugé. Alors, merci beaucoup. Merci Jean-François pour la présentation du rapport. Donc, le rapport, si vous n'avez pas encore mis la main dessus, il est disponible sur le site web d'Union des consommateurs à uniondesconsommateurs.ca. Et nous allons tâcher de rendre la présentation d'aujourd'hui disponible là, sous peu, si ce n'est pas aujourd'hui, dans les prochaines 24 heures. Alors voilà. Merci à tous. Vous avez été quand même substantiellement nombreux à vous joindre à nous. Alors merci. Et puis on refera l'expérience si c'était positif. C'est ce qu'on souhaite évidemment. Alors merci. Bonne journée. Merci, Maxime. Au revoir.